Le pouvoir est une arme. Entre les mains d'un père aimant, il peut déplacer des montagnes. Mais le 12 août 2024, dans le corridor stérile au néon fluorescent du terminal 2 de l'aéroport Charles de Gaulle, l'arme brandie par un PDG père a fait plus que déplacer des montagnes. Elle a mis une compagnie aérienne entière à genoux. Ce n'est pas seulement une histoire de profilage racial ou d'abus de pouvoir corporat. C'est l'histoire de comment un seul appel téléphonique, né d'une fureur légitime, a cloué au sol des milliers de vols, bloqué 100 000 personnes et déclenché une chaîne d'événements si dévastatrice que le mot justice serait à jamais terni pour tous les protagonistes. Depuis quelle ville regardes-tu cette vidéo et quelle heure est-il? Au fait, si tu aimes mes vidéos, je serais ravi que tu t'abonnes à ma chaîne et que tu cliques sur j'aime. Pour cette vidéo, l'ère du terminal 2 de l'aéroport Charles de Gaulle était une symphonie familière de chaos. Le roulement tonnant des valises sur le carrelage, le babillage multilingue des annonces, le rugissement lointain d'un Airbus A380 prenant son élan pour le décollage. Pour Jordan et Jaden Dubois, jumeaux identiques aux avenirs aussi brillants et polis que leur nouveau sac de voyage en cuir, ce n'était que l'ouverture de l'été de leur vie. À 19 ans, ils étaient des images miroirs taillées dans des pierres différentes. Jordan, l'aîné de 7 minutes, avait un feu dans les yeux qui correspondait au rouge vibrant de son sweat à capuche de créate. C'était un débatteur, un étudiant en sciences politiques à Sciences Po, et il se portait avec l'énergie contenue de quelqu'un prêt à défendre un point jusqu'au bout. Jaden était le jumeau le plus calme, son regard plus introspectif. Vêtu d'un pull gris discret, il était l'artiste, le codeur. Un prodige de l'informatique qui voyait le monde en ligne de logique et de design élégant. Leur destination, un stage d'été prestigieux dans un incubateur technologique de premier plan à Londres. Un tremplin vers les empires qu'ils prévoyaient de construire. Leur billet première classe sur le vol Air Lumière 118 était un cadeau de fin d'études de leur père. Ce n'était pas seulement des sièges. C'était une déclaration. Polis, confiants et sans complexe dans leur réussite, les jumeaux Dubois incarnaient la nouvelle élite noire française. Ils ont traversé le contrôle de sécurité prioritaire avec aisance et se sont dirigés vers la porte 42 bytes. La zone d'embarquement était un microcosme de la société. Dames hommes d'affaires tapaient frénétiquement sur leurs ordinateurs portables. Une jeune famille tentait de gérer un bambin hurlant. Et des étudiants en sweatshirt d'université affalés sur leurs sièges, faisant défiler sans fin leur téléphone. Les jumeaux ont trouvé 2 sièges près de la fenêtre donnant sur le tarmac où leur Airbus A350 était préparé pour le voyage transatlantique. Tu penses qu'ils auront les nouvelles coupes glacées? Demanda Jordan, brisant le silence en regardant l'équipe au sol. Papa a dit que le salon Air Lumière Polaris était un peu surévalué, mais les Cinda en vol étaient légendaires. Jaden sourit, sans lever les yeux de son téléphone où il examinait un algorithme complexe. Tu voles 10 heures dans un siège qui coûte plus cher qu'une voiture d'occasion, et tu t'inquiètes pour la glace. C'est une question de principe, c'est l'expérience première classe complète et pure. Leur banté était léger, rempli de la confiance facile de la jeunesse et du privilège. Ils étaient conscients des regards occasionnels qu'ils recevaient. 2 jeunes hommes noirs en vêtements de rue coûteux, assis dans la zone d'embarquement exclusive du groupe 1. Ils y étaient habitués. C'était le bruit de fond de leur existence. Un bourdonnement de statique sociétale qu'ils avaient appris depuis longtemps à ignorer. L'agent d'embarquement. Une femme d'une quarantaine d'années avec un carré blond strict et un badge qui indiquait Diane fit la première annonce d'embarquement. Sa voix était tranchante, tendue, coupant à travers le bourdonnement du terminal. Nous allons maintenant commencer le pré-embarquement pour nos membres Air Lumière Diamant, le personnel militaire en service actif et les familles voyageant avec de jeunes enfants. Quelques personnes se sont avancées. Les jumeaux ont attendu. Nous embarquons maintenant le groupe 1, nos passagers première classe et Polaris Business. Annonça Diane, ses yeux balayant la petite foule assemblée. Jordan et Jaden se sont levés, tirant leur bagage à main. Ils étaient en tête de file, leur carte d'embarquement brillant sur le téléphone de Jaden. Alors qu'ils s'approchaient du podium, Diane leva la main, un geste si brusque et soudain qu'une porte claquait. « Je suis désolée. J'ai besoin que vous vous mettiez de côté un instant. » dit-elle, ne regardant pas leur téléphone, mais eux. Son regard était clinique, une évaluation rapide de haut en bas qui s'attardait un moment de trop. Jordan fronça les sourcils. « Nous sommes groupe 1, première classe. Je vois cela. » dit Diane, sa voix teintée d'une condescendance sucrée qui était plus insultante que l'hostilité pure. « Il semble juste y avoir une anomalie. Veuillez attendre là-bas. » Elle désigna un endroit nu contre le mur, loin de la file d'embarquement. La confusion, puis une picotement familière et chaude d'indignation monta dans la poitrine de Jordan. « Une anomalie? Quel genre d'anomalie? Je ne suis pas autorisée à en discuter pour le moment. S'il vous plaît, vous bloquez la file. » Elle fit signe avec impatience au couple derrière eux, un couple blanc plus âgé en gilet de voyage beige assorti, de continuer.
Elle leur sourit chaleureusement. Bienvenue à bord, monsieur et madame Lefebvre. Les Lefebvre offrirent aux jumeaux un bref haussement d'épaule d'excuses avant de passer en traînant des pieds. Un par un, le reste du groupe embarqua. Dames hommes d'affaires en costume, une femme avec un petit chien jappant dans une cage de transport, un jeune entrepreneur en sweat à capuche bien moins cher que celui de Jordan. Chacun d'eux reçut un sourire et un joyeux bon vol. Les jumeaux se tenaient près du mur, les seuls occupants du enclos d'attente invisible de Diane. L'humiliation commença à se mêler à la colère. Chaque passager qui passait leur lançait ce même regard, un mélange de pitié, de suspicion et un sentiment palpable de soulagement que ce n'était pas eux. « Qu'est-ce que c'est que ça, j'ai » marmonna Jordan, sa voix basse et tendue. « Qu'est-ce que c'est que cette merde ?» Jaden, toujours le pragmatique, garda son calme. Peut-être qu'il y a une erreur système, une double réservation. Ça arrive. Une erreur système qui n'affecte que les deux gars noirs dans la file. Allez. Après que le groupe 2 eut embarqué, Jaden s'approcha à nouveau du podium, son attitude calme et respectueuse. « Madame, pourriez-vous nous dire quel est le problème ? Notre vol va bientôt partir. » Diane le regarda enfin, sa patience usée jusqu'à la transparence. « Comme je l'ai dit, il y a un problème avec vos billets. Ils ont été signalés par la sécurité. » Le mot resta suspendu dans l'air. Sécurité. C'était un mot chargé d'implication, un terme militarisé qui pouvait dépouiller des droits et inviter au contrôle sans raison. Signaler pourquoi ? Exigea Jordan, s'avançant. Sa voix était plus forte maintenant, attirant plus de regards. Nous avons acheté ces billets il y a 2 mois. Nous nous sommes enregistrés en ligne. Nous sommes passés par les contrôles de sécurité. Quel pourrait bien être le problème ? Les lèvres de Diane se pincèrent en une ligne exsangue. Elle prit le téléphone sur son bureau, tournant ostensiblement le dos vers eux. Porte 42 bytes. Oui, ils sont toujours là. Non, ils deviennent agités. Agités. Un autre mot chargé. Ils n'étaient pas agités. On leur refusait leurs droits. Ils étaient publiquement humiliés pour une raison que personne ne voulait nommer. Les rouages d'une machine familière et laide se mettaient en mouvement. Et ils étaient pris dans ses dents. Jordan sentit la confiance tranquille qu'il avait portée toute la journée s'évaporer, remplacée par une rage ancestrale brûlante. Ce n'était plus une question de coupe glacée. C'était quelque chose de bien plus fondamental. Jaden posa une main sur le bras de son frère. « Ne fais pas ça, Jordan. Ne lui donne pas ce qu'elle veut. » Mais c'était trop tard. L'appel final pour l'embarquement du vol Air Lumière 118 résonna dans le terminal. La passerelle était sur le point de se fermer, et avec elle leur été, leur opportunité et leur dignité. Diane raccrocha le téléphone et leur fit face, son expression un masque de satisfaction sinistre. « Je suis désolée, » dit-elle, les mots dégoulinant d'insincérité. « Nous ne sommes pas en mesure de vous autoriser à embarquer sur ce vol. Vous devrez parler à un agent du service client au hall principal. » L'avion était juste là. Ils pouvaient le voir par la fenêtre. Un mastodonte de métal et de rêve, prêt à les abandonner. L'humiliation était complète. Ils étaient bloqués, marqués comme des problèmes, comme des risques de sécurité, comme de jeunes hommes agités qui n'avaient pas leur place. Jordan la fixait, son esprit en ébullition. Il pouvait crier. Il pouvait faire une scène. Il pouvait exiger un superviseur qui mettrait probablement une autre heure à arriver et offrirait des excuses vides avec une poignée de bons de repas. Il avait déjà emprunté ce chemin. Il l'avait tout fait. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, l'insulte était trop grande. Les enjeux étaient trop élevés. Il regarda Jaden, dont la façade calme se fissurait enfin, révélant la blessure profonde en dessous. Et à ce moment-là, Jordan réalisa qu'ils avaient un outil qu'ils n'avaient jamais utilisé auparavant. Une option nucléaire. Il sortit son téléphone, ses mains tremblant légèrement d'adrénaline. Il ne chercha pas le service client. Il fit défiler ses favoris. « Qu'est-ce que tu fais ?» chuchota Jaden. « J'appelle papa. » Le nom sur l'écran de Jordan était simple, papa. Mais l'homme au bout du fil était tout sauf simple. Mathieu Dubois n'était pas seulement un père. C'était une force de la nature. Il était le fondateur et PDG de Nexus Solutions, une entreprise de logiciels de cloud computing et de logistique de plusieurs milliards d'euros. Nexus n'était pas un nom grand public comme Google ou Amazon, mais dans le monde corporatif, c'était le système nerveux central. Il gérait les opérations back-end d'un tiers du CAC 40. Y compris la gestion globale des données, l'hébergement de serveurs et, plus important encore, les logiciels complexes de réservation de vol et d'opération pour plusieurs grandes compagnies aériennes. L'un de leurs plus gros clients était Air Lumière. Avant de continuer, prenez un moment pour laisser un commentaire sur cette histoire et notez-la de 1 à 10. Comment vous sentez-vous ? Si vous souhaitez partager quelque chose, je suis toujours là pour vous écouter. J'espère que vous trouverez un moment de paix et de réflexion en suivant cette histoire apaisante et son parcours vers le courage et la justice. Mathieu.
Dubois était dans une salle de conférence aux parois de verre au 50e étage d'un gratte-ciel parisien donnant sur la Seine. Il était au milieu d'une négociation tendue avec des investisseurs japonais. Un accord d'une valeur d'1/4 de milliard d'euros. Sa montre Patek Philippe brillait sous l'éclairage encastré alors qu'il faisait un geste vers une diapositive montrant la croissance prévue des revenus. Son téléphone, réglé sur vibration, bourdonna discrètement sur la table en acajou poli. Il l'ignora. Sa règle était simple, pas d'interruption pendant les négociations majeures. Il bourdonna encore. Et encore. Un schéma frénétique et insistant. Mathieu fit une pause au milieu d'une phrase. Ses fils connaissaient la règle. Il ne la briserait que pour une urgence. Un éclair de peur paternelle, froid et tranchant, traversa son personnage corporatif. Il leva la main vers la délégation japonaise. Mes excuses, messieurs. Veuillez m'excuser un instant. Une affaire familiale urgente. Sa voix était un baryton calme, ne trahissant rien de l'anxiété soudaine qui bouillonnait dans son ventre. Il sortit sur un balcon privé, le vent fouettant son costume sur mesure. Jordan, qu'est-ce qui ne va pas? Jaden va bien. Nous allons bien, papa. Nous n'allons pas bien. La voix de Jordan était tendue, un mélange de fureur et d'incrédulité. Il raconta rapidement les événements à la porte. Le ton condescendant, les accusations vagues, l'humiliation publique et le refus final d'embarquement par l'agent d'embarquement. Diane. Alors que Mathieu écoutait, le paysage urbain serein derrière lui sembla s'estomper. La salle de conférence, l'accord de plusieurs milliards, les investisseurs japonais, tout cela se dissout dans une brume non pertinente. Son esprit fut transporté dans ce terminal éclairé au néon, debout à côté de ses fils. Il pouvait sentir leur honte, leur colère. C'était une colère qu'il connaissait intimement. Un fantôme qui l'avait hanté tout au long de sa propre ascension. D'un quartier difficile de Marseille au sommet du monde technologique. Il avait bâti un empire, créé un monde de confort et de privilèges pour ses enfants, précisément pour les protéger de cette marque exacte de racisme mesquin et destructeur d'âme. Et il avait échoué. Le personnage calme du PDG disparu, incinéré par une rage paternelle incandescente. « Passe-moi l'agent d'embarquement », dit Mathieu, sa voix tombant à une température dangereusement basse. « Papa, elle ne nous parlera pas. Fiston, passe-la moi. Maintenant, utilise le haut-parleur. » Jordan, enhardi par l'acier dans la voix de son père, retourna au podium. Diane était occupée à tépeur sur son ordinateur, traitant le manifeste final du vol. « Excusez-moi, » dit Jordan, tendant le téléphone. « Mon père voudrait vous parler. » Diane jeta un coup d'œil au téléphone avec dédain. « Je ne parle pas aux parents de passagers. C'est contre la politique. Si vous avez une plainte, vous pouvez la déposer par les canaux appropriés. » Elle dit que c'est contre la politique. Relaya Jordan. La voix de Mathieu résonna du haut-parleur, claire et autoritaire, perçant le bruit du terminal. « Je m'appelle Mathieu Dubois. Votre nom est Diane, c'est bien ça? Je n'appelle pas en tant que parent de passager. J'appelle en tant que PDG de Nexus Solutions. Et vous, Diane, venez de faire la plus grosse erreur de votre carrière. » Le nom Nexus Solutions ne sembla pas enregistré chez Diane. Pour elle, Mathieu était juste un autre parent en colère, bien qu'avec un titre qui sonnait puissant. Elle leva les yeux au ciel. « Monsieur, je vais devoir vous demander de mettre fin à cet appel. Nous en avons terminé ici. Je peux appeler la sécurité si vous le souhaitez. Faites donc ça. » répliqua la voix de Mathieu, froide comme la glace. « Mais pendant que vous les attendez, je vous suggère d'appeler votre directeur de station. Dites-lui que Mathieu Dubois est en ligne et qu'il a 60 secondes pour faire embarquer mes fils dans cet avion avant que je démontre exactement à quoi ressemblent les canaux appropriés. » Quelque chose dans son ton, la certitude absolue et inébranlable, donna finalement à Diane une lueur de pause. Mais des années d'intransigeance bureaucratique et un sens profondément ancré de sa propre autorité la firent redoubler d'efforts. « La porte est fermée. Le vol est fermé. Il n'y a rien que je puisse faire, » dit-elle avec finalité, reportant son attention sur son écran. C'était l'arrêt bureaucratique ultime, l'arme du sans-pouvoir. Et elle le brandissait comme un bouclier. À l'autre bout de la ligne, sur un balcon 50 étages au-dessus de Paris, Mathieu Dubois ferma les yeux. Il lui avait donné une chance. Il avait essayé de résoudre cela au niveau le plus bas possible. Il avait espéré une lueur de décence, un moment de connexion humaine qui remplacerait le protocole. Il n'avait reçu aucune. « Très bien, » dit-il doucement dans le téléphone, une résignation glaciale dans sa voix. « Jordan, Jaden, je veux que vous restiez exactement où vous êtes. Ne bougez pas. Je vais m'occuper de ça. » Il mit fin à l'appel. Il retourna dans la salle de conférence, son visage un masque de granit. Les investisseurs japonais levèrent les yeux, surpris par son retour brusque. « Messieurs », annonça Mathieu, sa voix résonnant d'une autorité qui ne laissait place à aucun argument. « Quelque chose est survenu. Nous devrons reporter cette réunion.
Mon assistante vous contactera pour reprogrammeur. Avant qu'il ne puisse protester, il composait déjà le numéro de son directeur technique, un homme nommé David Chen. David répondit à la première sonnerie. Mathieu, l'accord est conclu. Oublie l'accord. David, tu es à ton bureau? Oui. Pourquoi? Je veux que tu exécutes le protocole Oméga 7, code d'autorisation du bois Alpha 0001. Immédiatement. Il y eut un silence stupéfait à l'autre bout de la ligne. Le protocole Oméga 7 était un fantôme dans leur système. Un interrupteur d'arrêt théorique conçu pour une cyberattaque catastrophique au niveau d'un État-nation sur leur infrastructure. C'était une politique de terre brûlée numérique, leur permettant de couper instantanément tous les liens de données et appels API d'un client spécifique pour protéger le réseau plus large. Il n'avait jamais été utilisé. Il était conçu pour prévenir une fusion, pas pour en causer une. Mathieu, qu'est-ce que tu dis? Balbutia David. C'est le protocole pour Air-Lumière. L'utiliser mettrait l'ensemble de leur logiciel de réservation, d'enregistrement et opérationnel hors ligne dans le monde entier. Ça clouerait leur flotte au sol. Je suis conscient de ce que ça fait, David. Dit Mathieu, sa voix plate et dénuée d'émotion. Ils ont refusé l'embarquement de mes fils sur un vol au départ de Roissy sur la base de ce que je ne peux supposer être que du profilage racial. Le personnel local a refusé de rectifier la situation. Nous allons donc la rectifier pour eux. Exécute le protocole. Mais Mathieu, le contrat, l'exposition légale. Nous pourrions être poursuivis jusqu'à l'oubli. Les dommages collatéraux. Notre contrat avec Air-Lumière a une clause de force majeure qui inclut les menaces de sécurité systémique. Je suis le PDG et je déclare que leur comportement envers ma famille constitue une menace pour l'intégrité et la réputation de notre partenariat commercial. Leur système à ce moment est compromis par des préjugés inacceptables. Nous contenons la menace. C'était un détournement audacieux et époustouflant du jargon juridique corporatif, une rationalisation née de la fureur pure et non adultérée. Mathieu, s'il te plaît, appelons juste Richard Branson ou celui qui dirige cette compagnie maintenant. Plaida David. Non, le temps des appels est terminé. Exécute Oméga 7. C'est un ordre direct. David Chen, loyal envers l'homme qui avait bâti l'entreprise à partir de rien, laissa échapper un souffle tremblant. Il savait qu'argumenter davantage était inutile. Il avait entendu ce ton dans la voix de Mathieu seulement une poignée de fois, et cela signifiait toujours qu'une décision avait été prise dont il n'y avait pas de retour en arrière. Oui, monsieur, dit David doucement. J'exécute maintenant. Mathieu raccrocha. Il se tint près de la fenêtre, regardant non pas la ville, mais un point lointain dans son propre passé. Les innombrables affronts, les indignités silencieuses, les portes claquées au nez. Il avait tout avalé, canalisé dans l'ambition, et construit une forteresse de succès pour protéger ses enfants. Aujourd'hui, cette forteresse avait été violée, et il était sur le point de libérer tout son arsenal en représailles. Le monde, décida-t-il, devait apprendre qu'il y avait des conséquences à s'attaquer au fils de Mathieu Dubois. Pendant que Mathieu Dubois mettait le feu numérique, Jordan et Jaden se tenaient toujours dans le purgatoire analogique de la porte 42 bytes. La passerelle avait été rétractée. À travers la vaste fenêtre, ils regardaient leur avion. Le vol Air-Lumière 118 être repoussé de la porte. Ses moteurs commençant leur gémissement bas et puissant. Un profond sentiment de défaite les envahit. Ils avaient perdu. Diane Walsh tapait avec un regain de vigueur, clôturant le vol. Dans son esprit, elle avait fait son travail. Elle avait suivi une note interne récemment diffusée sur la vigilance accrue concernant les changements de billets de dernière minute ou les comportements inhabituels des passagers. Une directive si vague qu'elle était essentiellement une licence pour profiler. Les jumeaux, deux jeunes hommes noirs en première classe dont les billets avaient été achetés par un tiers, leur père, correspondaient parfaitement à son interprétation biaisée de la note. Elle avait identifié un risque potentiel et l'avait neutralisé. Elle ressentait un petit frisson satisfaisant. D'autorité. C'est alors que son monde commença à se désintégrer. Son écran d'ordinateur, affichant le logiciel propriétaire de gestion de vol d'air. Lumière, une interface élégante bleue et blanche alimentée par Nexus Solutions clignotait. Puis il devint vide. Un seul message d'erreur apparut en texte blanc austère, connexion réseau coupée. Clé API révoquée. Code d'erreur Oméga 7. Diane le fixa, perplexe. Elle essaya de redémarrer le système. Rien. Elle agitait la souris, un geste futile contre un problème qui se produisait à des milliers de kilomètres. Elle décrocha son téléphone de bureau pour appeler l'informatique. La ligne était morte. Un instant plus tard, le grand écran de départ au-dessus de la porte clignotait et passait à un affichage d'informations aéroportuaires par défaut. Le vol 118 avait disparu. Une vague de confusion se propagea parmi les agents d'embarquement au podium voisin. Leurs écrans étaient tout vides. Leur téléphone était tout mort.
Une voix paniquée crépita sur le talkie-walkie d'un superviseur. Tous les systèmes d'air-lumière sont en panne. Je répète, tous les systèmes sont en panne. Nous ne pouvons pas accéder au manifeste. Nous ne pouvons pas imprimer de carte d'embarquement. Nous ne pouvons rien faire. Sur le tarmac, le vol 118, qui roulait vers la piste, s'arrêta soudainement. Sans la poignée de main numérique du système de commande centrale, le pilote ne pouvait pas obtenir l'autorisation finale de décollage. Le vol était bloqué. Jordan et Jaden regardaient, la mâchoire tombante. C'était au-delà de tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Papa, chuchota Jaden, comme si l'homme lui-même était une divinité commandant la foudre des cieux. La première ondulation de chaos était sur le point de devenir un raz-de-marée. À ce moment précis, le vice-président des opérations nord-américaines d'Air Lumière, un homme harcelé nommé Michel Laporte, était en réunion au siège de l'entreprise à la Défense. Son assistante fit irruption sans s'annoncer, le visage pâle. « Monsieur, nous avons une défaillance catastrophique. Tous nos systèmes viennent de s'éteindre. Enregistrement, réservation, opération de vol, traitement des bagages. Tout est parti. Nexus Solutions nous a coupés. » Laporte sentit le sang quitter son visage. « Quoi? C'est impossible. Ils ne peuvent pas simplement nous couper. Nous avons un contrat de 100 millions d'euros par an. Je ne sais pas quoi vous dire, monsieur. Leur directeur technique est en ligne. Il dit que c'était un ordre direct de leur PDG, Mathieu Dubois. » Le nom frappa Laporte comme un coup physique. Ils connaissaient Mathieu Dubois. Ils avaient négocié les dernières étapes de leur contrat il y a un an. C'était un titan de l'industrie brillant et sans fioriture. Il n'était pas sujet aux caprices ou aux actes irrationnels. Quelque chose avait du mal tourné terriblement, apocalyptiquement. Laporte saisit le téléphone. « David, Michel Laporte. Qu'est-ce qui se passe au nom de Dieu? C'est un exercice. » La voix de David Chen était lasse, stressée. « Ce n'est pas un exercice, Michel. Nous avons exécuté le protocole Oméga 7. Tous les services à Air Lumière ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre. » Sur quelle base? Vous clouez au sol notre flotte mondiale entière. On parle de milliards de pertes, d'un cauchemar logistique d'ampleur épique. Sous l'autorité de qui? Sous l'autorité de mon PDG. Dit David. Je crois qu'il avait un greffe personnel avec votre personnel à Roissy concernant ses deux fils, Jordan et Jaden Dubois, à la porte 42 bytes. La spécificité de l'information était glaciale. Laporte fit frénétiquement signe à son assistante d'appeler le directeur de station de Roissy. Il couvrit le récepteur, son esprit tournoyant. Deux fils. Un agent d'embarquement. C'est à propos d'un agent d'embarquement. C'était comme utiliser une bombe nucléaire pour tuer une araignée. David, écoutez-moi, dit Laporte, essayant d'empêcher sa voix de trembler de rage. Quoi qu'il se soit passé, nous pouvons le réparer. Remettez le système en ligne et je m'occuperai personnellement de ça. C'est une réaction excessive insensée. Avec tout le respect que je vous dois, Michel, mes ordres viennent de Mathieu et il semblait croire que la situation le justifiait. Je vous suggère de lui parler. Et sur ce, David Chen raccrocha. Laporte claqua le téléphone. Son assistante finit par avoir le directeur de Roissy en ligne. Que se passe-t-il à la porte 42 bytes? Rugit Laporte, renonçant à toute courtoisie. Le directeur, un homme complètement pris au dépourvu, balbutia l'histoire telle qu'il la comprenait d'après une Diane Walsh paniquée. Monsieur, nous avons eu 2 passagers. Refus d'embarquement, un signalement de sécurité. L'agent d'embarquement, Diane Walsh, a dit qu'ils étaient agités. Et qui étaient-ils? Exigea Laporte. Eux, les noms sont Jordan et Jaden Dubois. Dubois. Laporte sentit une terreur froide se cristalliser dans son estomac. Il avait connecté les points et l'image qu'il formait était celle d'une catastrophe totale, provoquée par l'erreur colossale de jugement d'une seule employée de bas niveau. Il obtint le numéro de portable direct de Mathieu Dubois dans ses contacts. Il savait que c'était l'appel téléphonique le plus important de sa carrière. Mathieu répondit à la 2e sonnerie. Sa voix était inquiétante de calme. « Monsieur Laporte. »« Mathieu, qu'est-ce que c'est? Qu'avez-vous fait? » « J'ai simplement suspendu notre relation commerciale pour éviter de nouveaux dommages à la dignité de ma famille. » Répondit Mathieu, ses mots précis et froids. « Votre employé à Roissy, une femme nommée Diane, a décidé que mes fils, 2 étudiants de sciences PO, en route pour un stage d'été, étaient une menace pour la sécurité. Elle les a publiquement humiliés et leur a refusé l'embarquement sur un vol pour lequel ils avaient des billets en première classe. Quand j'ai tenté d'intervenir, elle m'a congédié. Alors, j'ai été forcé d'escalader la question. » Escalader? S'étrangla Laporte. Mathieu, vous avez cloué au sol plus de 800 avions. Il y a 100 000 personnes qui seront bloquées ce soir. Vous allez faire la une de tous les journaux du monde. C'est du terrorisme corporatif. Et comment appelleriez-vous ce que votre employé a fait?
répliqua Mathieu, sa voix se fissurant enfin avec la rage qui couvait sous la surface. Mes garçons ont dû endurer 1000 petites coupures comme celle-ci toute leur vie. Ils ont été suivis dans les magasins. Ils ont été arrêtés pour avoir conduit une belle voiture dans le mauvais quartier. On leur a dit d'être calmes, d'être patients, de ne pas faire de scène. Eh bien, j'en ai fini avec ça. Aujourd'hui, le monde fait une scène pour eux. Aujourd'hui, Air Lumière va ressentir, ne serait-ce que pour quelques heures, ce que c'est que d'être impuissant et cinglé sans bonne raison. Un lourd silence remplit la ligne. Laporte comprit qu'il ne parlait plus à un partenaire commercial. Il parlait à un père. Un père avec un arsenal d'armes numériques et la volonté de les utiliser. Que voulez-vous? Demanda Laporte, sa voix maintenant une supplication désespérée. Dites-moi ce que vous voulez et je le ferai. C'est très simple, Michel, dit Mathieu. Premièrement, vous allez trouver Diane Walsh. Vous l'escorterez jusqu'à Memphis où elle présentera des excuses personnelles, sincères et publiques pour son comportement dégoûtant. Deuxièmement, vous ferez revenir l'avion du vol 118 à la porte. Le directeur de station escortera personnellement mes fils dans l'avion. Ils seront assis dans leur siège de première classe assigné. Troisièmement, vous publierez une déclaration publique d'Air Lumière admettant la faute et décrivant les nouveaux protocoles de formation anti-discrimination que vous mettrez en œuvre immédiatement. Une fois que j'aurai confirmation de mes fils que toutes ces conditions ont été remplies, j'instruirai mon directeur technique de restaurer vos systèmes. L'esprit de Laporte tournait. Les exigences étaient outrageantes. Un PDG corporatif dictant des conditions comme un général conquérant. Mais quel choix avait-il? Chaque minute qui passait coûtait des millions d'euros à la compagnie et détruisait sa réputation. Je comprends, balbutia Laporte. Considérez que c'est fait. Il raccrocha le téléphone, un homme brisé. Il regarda son assistante. Remettez-moi en ligne avec le directeur de station de Roissy. Et trouvez-moi cet agent d'embarquement. Trouvez Diane Walsh. Sa carrière avec cette compagnie est terminée. Mais avant qu'elle ne le soit, elle a des excuses à présenter. De retour à la porte 42 Byte, le chaos atteignait son paroxysme. Les passagers des vols annulés commençaient à affluer vers les bureaux du service client. Mais au milieu du pandémonium croissant, un drame étrange et silencieux se déroulait. Le directeur de station, un homme avec de la sueur perlant sur son front, marchait à grands pas vers la porte, traînant une Diane Walsh stupéfaite et pâle par le bras. Et sur le tarmac, à la stupéfaction absolue de tous ceux qui regardaient, le vol Air Lumière 118, l'avion qui avait laissé les jumeaux du bois derrière, commença lentement, impossiblement, à revenir vers la porte. La vue de l'Airbus A350 inversant son voyage était surréaliste. Les lois de la physique aéroportuaire semblaient se plier à une volonté invisible et puissante. Le gémissement de ses moteurs passa d'un rugissement de départ à un grondement de soumission. Pour les passagers à bord, la confusion régnait. La voix du pilote, serrée par la retenue professionnelle, passa par l'interphone. Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Nous nous excusons pour le retard. En raison d'un problème logistique imprévu au sol, nous sommes tenus de retourner à la porte. Nous apprécions votre patience et vous fournirons plus d'informations dès que nous en aurons. Un gémissement collectif traversa la cabine. Dames affaires seraient manquées, des vacances écourtées, des correspondances compromises. Aucun d'eux ne savait que leur inconvénient était un pion dans une guerre profondément personnelle menée depuis 50 étages au-dessus de Paris. À la porte, le directeur de station, dont le nom était Guillaume Martel, arriva avec Diane Walsh en remorque. Son visage était un masque de pure panique. Le sien était une toile d'incrédulité et d'horreur naissante. Elle commençait à comprendre que la voix en colère au téléphone n'était pas seulement un père surprotecteur. C'était quelque chose d'entièrement différent. Guillaume Martel s'approcha de Jordan et Jaden. Son attitude obséquieuse et profondément apologétique. Monsieur Dubois, je suis vraiment, vraiment désolé pour ce malentendu flagrant. Il n'y a pas de mots. Il se tourna ensuite vers Diane, sa voix tombant à un murmure dur. Allez-y. Diane regarda les deux jeunes hommes qu'elle avait si négligemment rejetés moins d'une heure auparavant. Ils n'étaient plus seulement des passagers. Ils étaient les arbitres de son destin, les sions de l'homme qui avait mis une corporation mondiale à l'arrêt. Son visage était rouge, ses yeux dansaient partout, regardant la foule de témoins, une galerie de témoins de son humiliation. Je suis désolée, balbutia-t-elle, les mots ayant un goût de cendre dans sa bouche. J'ai fait une erreur. Mon jugement était défaillant. Je regrette profondément la détresse que je vous ai causée. C'étaient des excuses forcées, robotiques, dénuées de tout remords sincère, mais c'était suffisant pour répondre à la lettre de la demande. Jordan, toujours le révolutionnaire, la fixa simplement. Son expression froide et inflexible. Il n'offrit aucune absolution. Jaden, cependant, ressentit une pointe de quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer.
Ce n'était pas de la pitié, mais un malaise nauséeux face au spectacle de l'abaissement complet et total de cette femme. La dynamique de pouvoir avait basculé si violemment qu'elle semblait contre nature. Comme regarder un film passer en marche arrière. La passerelle se reconnecta à l'avion avec un lourd bruit sourd. « Nous allons vous escorter à bord maintenant », dit Guillaume Martel, s'inclinant pratiquement. « Vos sièges vous attendent. S'il vous plaît, par ici. » Alors que Jordan et Jaden marchaient le long de la passerelle, un chemin dégagé pour eux par le directeur de station terrifié, ils pouvaient sentir les yeux des autres passagers les transpercer. Ils n'étaient plus seulement deux gars qui avaient été lésés, ils étaient la cause de cette perturbation massive. Les chuchotements les suivaient. « C'est eux. Qu'ont-ils fait? Vous pouvez croire ça? Retenir tout un avion pour eux? » Ils montèrent dans l'avion et entrèrent dans une cabine épaisse de ressentiment. Les hôtesses de l'air, leurs sourires tendus, les accueillirent avec un professionnalisme glacial. Alors qu'ils marchaient dans l'allée vers leurs potes de première classe, toutes les têtes se tournèrent. Les Lefebvre, le couple en gilet beige, qui leur avait offert un regard compatissant plus tôt, les fixaient maintenant avec une animosité ouverte. Ils s'installèrent dans leur siège en cuir doux. Le cuir doux ressemblant moins à un luxe qu'à une mise en accusation. La victoire semblait creuse. Ce n'était pas la justice que Jordan avait envisagée. Il voulait de la responsabilité, pas une capitulation forcée et pleine de ressentiment. Il voulait du respect, pas de la peur. Jaden sortit son téléphone et envoya un simple SMS à leur père. « Nous sommes à bord. » À Paris, Mathieu Dubois reçut le message. Il prit une profonde respiration et passa le deuxième appel le plus important de la journée. « David, ils sont dans l'avion. Restaure le système. »« Dieu merci. » soupira David Chen. « Je restaure maintenant. » À travers le monde, des milliers d'écrans d'ordinateurs aux portes et bureaux d'Air Lumière clignotèrent et revinrent à la vie. Le logo Nexus Solutions apparut. Puis l'interface familière bleue et blanche. Les téléphones recommencèrent à sonner. Les tableaux de départ se repeuplèrent d'informations de vol. La machine commença à se remettre en mouvement. Mais le mal était fait. L'arrêt avait duré 1 heure et 27 minutes. Pendant ce temps, 158 vols Air Lumière dans le monde avaient été cloués au sol avant le décollage. 312 autres avaient été retardés, créant un effet en cascade qui se répercuterait dans le système mondial de transport aérien pendant des jours. L'estimation initiale du coût était de 80 millions d'euros stupéfiants en revenus perdus, compensation des passagers et heures supplémentaires logistiques. Les dommages à la réputation étaient incalculables. Alors que le vol 118 décollait finalement de Roissy, s'élevant au-dessus des lumières scintillantes de Paris, Jordan et Jaden restèrent assis en silence. La coupe glacée promise fut servie, mais aucun d'eux n'y toucha. La colère légitime qui les avait animés s'était refroidie, laissant derrière l'un résidu étrange et troublant. Ils avaient gagné. Leur père avait utilisé son immense pouvoir pour redresser un tort, pour livrer une conséquence si immédiate et écrasante qu'elle deviendrait une légende dans les annales des plaintes du service client. Mais alors que Jaden regardait par la fenêtre, l'étendue sombre de la Manche, il ne pouvait se débarrasser d'une pensée terrifiante. Un pouvoir comme celui-là, exercé si personnellement et si destructivement, n'était pas un outil. C'était une tempête. Et les tempêtes sont indiscriminées. Elles ne détruisent pas seulement leur cible prévue. Elles aplatissent tout sur leur passage. Leur père avait déchaîné un ouragan pour prouver un point. Et Jaden avait le sentiment troublant qu'ils allaient tous être pris dans les retombées. La victoire ressemblait moins à un triomphe qu'au calme inquiétant à l'œil du cyclone. Au moment où le vol Air Lumière 118 survolait les plaines du nord de la France, l'histoire avait déjà explosé en ligne. Elle ne venait pas d'un communiqué de presse ou d'une déclaration officielle. Elle venait, comme la plupart des histoires modernes, d'une vidéo de téléphone portable. Une passagère à la porte en face de la 42 Bay, une blogueuse de voyage nommée Sarah Leroy, avait filmé toute la saga. Elle avait capturé le refus initial, l'échange houleux de Jordan avec Diane, le retour inexplicable de l'avion et les excuses publiques forcées. Elle téléchargea le clip de 10 minutes sur sa chaîne YouTube avec un titre clickbait mais précis PDG. Papa cloue au sol une compagnie aérienne entière après le profilage racial de ses fils à Roissy. La vidéo devint supernova. En quelques heures, elle avait des millions de vues. Arrête Air Lumière et Pouvoir du Bois étaient en tendance mondiale sur 10e anciennement Twitter. Internet, comme il a l'habitude de le faire, se fragmenta en camps farouchement opposés. Un camp salua Mathieu Dubois comme un héros. Il était le père noir ultime protégeant ses fils avec une fureur légitime. Il était un symbole du pouvoir noir, renversant enfin le script du racisme systémique. Les mèmes proliférèrent. Le visage de Mathieu Dubois photoshopé sur le corps d'un super-héros Marvel. Le visage de Diane Walsh sur une figurine Karen. Dames éditoriaux furent écrits, louant sa réponse proportionnée à un acte de préjugé profondément enraciné.
Il avait, argumentait-il, simplement utilisé les outils du capitalisme pour combattre les injustices perpétuées par celui-ci. L'autre camp était tout aussi véhément, mais le voyait comme un méchant. Pour eux, c'était un milliardaire imprudent et arrogant qui avait abusé de son pouvoir corporatif pour une vendetta personnelle. C'était un tyran de la tech qui avait mis le public en danger, bloqué des milliers de personnes innocentes, dont certaines étaient sans doute en route pour des funérailles, des mariages ou des rendez-vous médicaux critiques. Tout ça pour régler un compte avec un seul agent d'embarquement. Le Monde et les Échos publièrent des éditoriaux, cinglants sur les dangers du pouvoir incontrôlé des PDG et la fragilité de notre infrastructure interconnectée. Mathieu Dubois, qui s'attendait à une certaine attention médiatique, n'était pas préparé à l'ampleur pure de la tempête de feu. Il atterrit à Paris face à une phalange de journalistes l'attendant à l'aérodrome privé. Il publia une déclaration brève et sans excuse. Mes actions étaient celles d'un père protégeant ses enfants. Toute perturbation au public, bien que regrettable, était le résultat direct des actions inacceptables du personnel d'Air Lumière. Je le referai. Cette dernière phrase, je le referai, était de l'essence sur le feu. Pendant que le public débattait de la moralité de ses actions, le monde corporatif avait une réaction beaucoup plus pragmatique et terrifiée. Le conseil d'administration de Nexus Solutions était en mode panique totale. Leur entreprise, autrefois un géant B2B discret, était maintenant au centre d'une controverse mondiale. Leur action, qui avait été une grimpeuse stable et fiable pendant des années, plongea de 15% dans les premières 24 heures après l'incident. Nexus Solutions perdit plus de 10 milliards d'euros en valeur papier. La raison était simple, la confiance. Le modèle commercial entier de Nexus était construit sur le fait d'être un partenaire fiable et invisible. Ils étaient la fondation stable sur laquelle d'autres entreprises construisaient leurs empires. Mais Mathieu venait de montrer au monde qu'il était prêt à dynamiter cette fondation pour une question personnelle. Les PDG de leurs autres entreprises clientes banques, conglomérats de transport maritime, autres compagnies aériennes passaient des appels paniqués. Pourrait-il leur faire ça? Si un guichetier bancaire était impoli avec sa femme, gèlerait-il leur système financier? L'acte destiné à démontrer son pouvoir avait plutôt révélé sa volatilité. Il avait transformé son plus grand atout, les clés du royaume, en son plus grand passif. Une réunion d'urgence du conseil fut convoquée. Mathieu se retrouva assis à la tête de la longue table en acajou où il avait régné en maître pendant 2 décennies. Mais l'atmosphère était différente. La déférence avait disparu, remplacée par un mélange de peur et de colère. Mathieu, à quoi pensions-vous? Exigea Éléonore Vance, une membre vétérane du conseil et une mentor de longue date de Mathieu. Sa voix était tranchante d'incrédulité. Nous perdons de la valeur. Nos clients sont effrayés. Salesforce et Oracle sont déjà en train de tourner autour, essayant de débaucher nos comptes les plus nerveux. Ils vendent un nouveau produit, la stabilité. Je pensais à mes fils, Éléonore. Rétorqua Mathieu, la mâchoire serrée. Je pensais à la promesse que je leur avais faite, que le monde que j'ai construit serait meilleur pour eux que celui dans lequel j'ai grandi. Ce n'est pas à propos de ça, et vous le savez, répliqua un autre membre du conseil, un requin du capital investissement nommé Robert Mill. C'est une question de devoir fiduciaire. Vous avez utilisé un actif corporatif, notre outil le plus puissant et dangereux, comme votre marteau personnel. Vous n'avez pas seulement cloué au sol Air Lumière, vous avez mis toute notre entreprise en danger. Les poursuites d'Air Lumière seules seront astronomiques. Air Lumière a rompu les termes de notre partenariat en premier en permettant des pratiques discriminatoires qui se reflètent mal sur nous en tant que fournisseurs de logiciels. Argumenta Mathieu, déployant la même justification légale fragile qu'il avait utilisée avec son directeur technique. Personne n'achète ça, Mathieu. Dit Éléonore, sa voix montant. L'argument légal est une blague, et vous le savez. C'était un acte personnel de vengeance. Nous vous soutenons tout en tant que père. Nous sommes tous horrifiés par ce qui est arrivé à vos fils. Mais la réponse était biblique. Elle était disproportionnée. C'était un échec catastrophique de jugement. Mathieu regarda autour de la table les visages des gens qui l'avaient aidé à bâtir son empire. Il ne voyait aucun allié. Il le regardait non pas comme un père légitime, mais comme un passif. Un élément voyou qui menaçait la stabilité de toute l'entreprise. Pour la première fois depuis très longtemps, Mathieu Dubois sentit son propre pouvoir commencer à glisser. Il avait gagné la bataille à la porte 42 bytes. Mais il était maintenant sur le point de perdre tout son royaume. Le monde avait vu le pouvoir génial et terrifiant qu'il brandissait. Et maintenant tant le public que sa propre entreprise commençait à se demander si un seul homme devrait être autorisé à détenir autant de pouvoir. Le karma, il s'avéra, ne venait pas seulement pour l'agent d'embarquement. Il venait pour le roi. Le premier signe que l'histoire était sur le point de prendre un tournant beaucoup plus sombre ne venait pas des pages financières ou des blogs tech, mais d'une station de nouvelles locales à Lyon.
C'était un reportage d'intérêt humain, le genre qui se perd généralement dans le cycle d'information de 24 heures. Mais celui-ci était différent. C'était une interview avec une femme en larmes nommée Maria Flor. Son mari, un travailleur de la construction de 42 ans nommé Louis Flor, attendait un nouveau cœur depuis 3 ans. Il était en haut de la liste de transplantation. Cette nuit-là, la nuit de l'arrêt d'Air Lumière, ils avaient reçu l'appel. Un cœur de donneur, une correspondance parfaite, était devenu disponible à Marseille. Un vol charter était en attente. Mais la chirurgienne, Dr Annabelle Rousseau, l'une des meilleures spécialistes cardiaques du pays, était à Paris. Elle devait prendre le vol Air Lumière 2351 de Roissy à Lyon. Un vol de nuit qui devait partir 1 heure après le vol pour Londres. Son vol, comme tous les autres vols Air Lumière, avait été cloué au sol. Dans l'interview, une Maria Flor bouleversée expliqua le calendrier avec une précision glaçante. Le cœur de donneur était viable pendant un maximum de 6 heures hors du corps. Le vol du docteur Rousseau fut annulé. Au moment où les systèmes d'Air Lumière furent remis en ligne et qu'ils purent la réserver sur une autre compagnie, une fenêtre critique de 3 heures avait été perdue. Elle arriva à Lyon trop tard. Le cœur n'était plus viable. Louis Flor fut renvoyé chez lui, sa chance à la vie envolée. Ils nous ont dit qu'il pourrait ne pas avoir une autre chance. Pleurait Maria dans la caméra, son corps tremblant de chagrin. La doctoresse, elle était coincée à cause d'une dispute à l'aéroport. Les enfants d'un PDG ont eu un problème avec leur siège. Et donc mon mari, lui, il pourrait mourir à cause d'une dispute sur des sièges de première classe. L'histoire était une bombe. Elle recadra instantanément tout le récit. Ce n'était plus un débat sur le racisme contre l'abus de pouvoir corporatif. C'était maintenant l'histoire d'une famille qui était devenue un dommage collatéral dans la guerre personnelle d'un milliardaire. Le visage de Louis Flor était soudainement partout. Son histoire fournissait un contrepoint humain dévastateur au récit triomphal de la famille Dubois. Les médias se retournèrent contre Mathieu Dubois avec une férocité époustouflante. Les mêmes médias qui avaient prudemment loué sa position audacieuse publiaient maintenant des titres dégoulinants de condamnation. Le PDG qui jouait à Dieu comment la rage d'un milliardaire a coûté un cœur à un père. De héros à méchants, le coût humain tragique du coup de force Dubois, problème de première classe. Tragédie de classe ouvrière. L'histoire de Diane Walsh réémergea également, mais sous un nouveau jour. Elle donna une interview exclusive à une grande chaîne d'information. Elle était contrite, admettant que ses actions étaient hâtives et son jugement pauvre. Elle parla de la pression immense sur les agents d'embarquement, des notes de sécurité vagues et confuses et du stress de son travail. Elle ne prétendit jamais qu'elle n'avait pas tort, mais elle peignit le tableau d'un être humain imparfait faisant une erreur. Pas un méchant monstrueux. Elle avait perdu son emploi, sa réputation, et faisait maintenant face à un harcèlement en ligne implacable. Mais sa souffrance pâlissait en comparaison de l'histoire de Louis Flor. La sympathie publique, qui avait été inexistante pour elle, commença à changer. Elle était un catalyseur, oui, mais le vrai méchant était maintenant Mathieu Dubois. L'homme dont la réponse n'était pas seulement disproportionnée, mais mortelle. Le karma fut rapide, brutal et implacable. Pour Mathieu, la nouvelle fut un coup au ventre qui lui coupa le souffle. Il vit l'histoire sur BFM Télévision, regardant le visage de Maria Flor se tordre de douleur, et ressentit une maladie profonde et dévastatrice. C'était la conséquence imprévue, la vie innocente prise dans le rayon de l'explosion de sa rage. Il n'avait pas seulement bloqué des gens, il avait potentiellement signé l'arrêt de mort d'un homme. La certitude et la légitimité qui l'avaient animé s'évaporèrent complètement, remplacés par un gouffre de culpabilité. Pour Jordan et Jaden. Maintenant à Londres, la nouvelle fut encore plus dévastatrice. Leur victoire, qui semblait déjà creuse, était maintenant tachée de sang. Ils n'étaient plus les victimes lésées. Ils étaient les fils gâtés d'un monstre. Leur stage, la raison du vol, devint une source de honte. Ils entraient dans le bureau de l'incubateur et sentaient le poids des conversations chuchotées et des regards en coin. Ils étaient les enfants dont le père avait laissé un homme perdre un cœur. La colère que Jordan avait ressentie à la porte semblait maintenant une indulgence mesquine. L'humiliation qu'ils avaient subie n'était rien comparée à l'agonie de la famille Flor. Il rejouait les événements dans sa tête. Sa propre colère, sa demande d'intervention de son père, sa satisfaction à la chute de Diane. Tout cela semblait grotesque en rétrospective. Il avait voulu de la justice. Mais ce qu'il avait obtenu ressemblait à une malédiction. Le coup le plus cinglant vint sous la forme d'un procès. La famille Flor, représentée pro bono par un avocat des droits civiques de haut profil spécialisé dans les malversations corporatives, intenta un procès massif non pas contre Air Lumière, mais directement contre Mathieu Dubois et Nexus Solutions. L'accusation n'était pas une rupture de contrat. C'était homicide par imprudence et mise en danger téméraire. La bataille juridique serait titanesque. Mais le tribunal de l'opinion publique avait déjà rendu son verdict. Mathieu Dubois, l'homme self-made.
Le protecteur de sa famille, le titan de l'industrie, était maintenant irrévocablement considéré comme le méchant. Il avait volé trop près du soleil. Non pas sur des ailes de cire, mais sur des ailes de fureur légitime. Et maintenant il tombait, le monde entier regardant alors qu'il s'écrasait et brûlait. Ce n'était pas la perte d'argent ou de pouvoir qui le hantait dans les nuits sans sommeil qui suivirent. C'était le visage d'un homme qu'il n'avait jamais rencontré. Et la réalisation glaçante que dans sa quête de justice pour ses fils, il avait livré l'injustice ultime à un parfait inconnu. Les retombées furent une hémorragie lente et agonisante. Le procès Flore devint un spectacle national. Une histoire de David contre Goliath pour l'ère moderne. La dignité tranquille de Maria Flore à la barre des témoins fut une mise en accusation puissante. Elle n'avait pas besoin d'être dramatique. Elle devait juste raconter son histoire. L'histoire d'un bip, un moment de joie pur suivi d'heures d'attente frénétique et impuissante. Et la nouvelle finale et écrasante d'une chirurgienne dévastée. Les avocats de la défense de Mathieu Dubois argumentèrent que l'arrêt était une réponse légitime à une préoccupation de sécurité. Une tentative désespérée de cadrer ses actions dans la logique froide du droit corporatif. Mais personne, ni le jury, ni la presse et certainement pas Mathieu lui-même, n'y croyait. L'accusation jouait l'audio de son appel téléphonique avec Michel Laporte, le vice-président d'Air Lumière. La voix de Mathieu, froide et furieuse, résonna dans la salle d'audience. Aujourd'hui, Air Lumière va ressentir, ne serait-ce que pour quelques heures, ce que c'est que d'être impuissant. C'était la voix d'un homme cherchant la vengeance, pas la sécurité. À la fin, le jury trouva Nexus Solutions et Mathieu Dubois personnellement responsable d'une somme historique, 250 millions d'euros de dommages à la famille Flore. C'était un chiffre symbolique, une punition conçue pour envoyer un message au monde corporatif entier. Mais la pénalité financière était le moindre de ses soucis. Le conseil d'administration de Nexus Solutions, face à une révolte des actionnaires et une perte catastrophique de confiance des clients, demanda la démission de Mathieu. Il n'avait plus aucune volonté de se battre. Il avait construit l'entreprise d'un rêve dans son garage en une puissance mondiale. Et maintenant il était exilé de son propre royaume. Il quitta l'entreprise qu'il aimait. Un titan abattu, non pas par un concurrent ou un crash boursier, mais par son propre orgueil. Sa relation avec ses fils devint tendue, alourdie par une culpabilité partagée et non dite. Le stage à Londres, censé être un tremplin pour leur carrière, devint un creuset. Jordan, le débatteur enflammé, devint replié et silencieux. La certitude qu'il avait toujours définie avait disparu, remplacée par une introspection hantante. Il changea sa spécialisation de sciences politiques à éthique et politique publique. Poussé par un besoin de comprendre la machinerie complexe du pouvoir et des conséquences, Jaden, le codeur logique, se jeta dans son travail. Mais son focus avait changé. Il commença à développer une plateforme logistique open source gratuite pour les organisations à but non lucratif, spécifiquement conçue pour aider à coordonner les vols de transplantation d'organes et d'autres livraisons médicales urgentes. C'était sa pénitence, sa tentative de construire quelque chose de bien à partir de l'épave que sa famille avait causée. Les frères, qui avaient été inséparables, trouvaient maintenant difficile de se regarder dans les yeux, chacun voyant un reflet de leur erreur collective. Diane Walsh, l'agent d'embarquement qui avait tout déclenché, devint une avocate improbable de la réforme de l'industrie. Après avoir été licenciée d'Air Lumière, elle s'estompa de l'œil public pendant un temps. Elle réémergea finalement, donnant des conférences lors de conférences de l'industrie aérienne sur les dangers des préjugés implicites et la nécessité d'une meilleure formation et de directives corporatives plus claires et plus humaines. Elle n'excusa jamais ses actions ce jour-là, mais elle utilisa sa notoriété pour pousser au changement, s'assurant que les notes vagues qui permettaient le profilage étaient remplacées par des directives éthiques concrètes. Elle trouva un nouveau but, non pas dans une position d'autorité, mais comme un compte édifiant. Air Lumière, après un règlement massif avec Nexus Solutions et une refonte complète de sa direction exécutive, lança l'initiative Flore, un programme qui fournissait des vols charters dédiés gratuits pour les équipes de transplantation d'organes, garantissant que les délais et les retards de vols commerciaux ne se dresseraient plus jamais entre la vie et une procédure vitale. L'histoire de la famille Dubois devint une fable moderne enseignée dans les écoles de commerce et de droit. C'était une étude de cas sur l'abus de pouvoir, la nature des conséquences et l'erreur de croire que les fins, peu importe à quel point elles semblent légitimes, peuvent justifier des moyens dévastateurs. Mathieu Dubois, dépouillé de son entreprise et de sa position publique, se retira du monde. Il paya le règlement, publia des excuses formelles publiques à la famille Flore, puis disparut. Il passa ses jours dans sa maison tranquille de Paris, les murs de verre de son ancien bureau remplacés par des rideaux tirés. Le pouvoir qu'il avait défini avait disparu.
Tout ce qui restait était un père qui, dans une tentative désespérée et alimentée par la rage de protéger ses fils d'une injustice mineure, avait par inadvertance causé une injustice impardonnable. Sa victoire à Roissy avait duré 1 h et 27 minutes. Mais la réparation, il le savait, durerait le reste de sa vie. Cette histoire sert de rappel glaçant que dans notre monde hyperconnecté, les actions d'une seule personne peuvent déclencher une cascade de conséquences imprévues et tragiques. Elle nous force à poser des questions difficiles. Où est la ligne entre la colère légitime et la vengeance imprudente? Comment tenons-nous les systèmes responsables des préjugés sans nuire aux personnes innocentes prises dans leur rouage? L'histoire de Mathieu Dubois n'est pas seulement celle de la chute d'un PDG. C'est un conte édifiant profond sur le pouvoir, la responsabilité et le coût dévastateur réel d'une bataille gagnée à tout prix. La dure vérité est que parfois, même quand on commence avec les bonnes intentions, le karma qui frappe en retour n'est pas la justice. C'est une tragédie qui marque à jamais tous les protagonistes.